If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour le prix du livre Environnement 2022, nous tendons le micro à Gilles Macagno, auteur de la BD Mauvaise réputation. Bonjour Gilles Macagno. Bonjour. Vous êtes auteur de BD naturaliste. Oui. On peut dire un BDiste naturaliste. Ouais, si, c'est très bien. Très bien comme ça. Et vous avez publié cette année la BD Mauvaise réputation, plaidoyer pour les animaux mal aimés, un ouvrage nommé pour la section jeunesse du prix du livre Environnement 2022. Alors, Mauvaise réputation, pourquoi ce titre ? Est-ce que c'est un hommage à Georges Brassens peut-être ? Un petit peu quand même. Le nom est arrivé tout seul, et forcément la chanson est arrivée derrière. C'est arrivé tout seul parce que je parle que d'animaux qui ont une sale réputation, que personne n'aime. Donc, voilà. C'est un livre, on disait, nommé pour la catégorie jeunesse, mais qui s'avère pleinement utile pour les adultes, puisque c'est en partie eux qui transmettent cette image de sale bête. Forcément, oui. Pour moi, jeunesse, je vais faire un peu comme Hergé, de 7 à 77 ans ou de 6 à 116 ans. J'ai pas visé la jeunesse spécialement. Je crois que cette BD s'adresse un peu à tout le monde. Elle peut se lire à tous les niveaux, je pense. Bon, c'est tombé sur jeunesse. Ma base de formation, c'est la zoologie. Donc depuis tout petit, en fait, je me suis penché sur les animaux. J'ai fait des études sur les animaux. Maintenant, je les dessine. Je les enseigne aussi. En fait, mon but dans les bouquins que je fais depuis un moment, c'est de dire nous, on est des animaux comme les autres. On se doit mutuellement un certain respect. Donc c'est ce qui me fait un peu avancer dans ces bouquins. Vous disiez que vous êtes à la fois enseignant et auteur de BD. Comment vous articulez ces deux métiers ? Est-ce que ça a un sens pour vous d'être à la fois l'un et l'autre ? Ouais, ça a un sens dans le sens où j'enseigne le monde vivant. J'enseigne les sciences de la vie. Donc, et puis je l'enseigne dans cet esprit-là, quoi. J'ai des élèves, des collégiens qui sont jeunes. Donc moi, ce que je cherche à faire, c'est leur faire comprendre cette idée on fait partie de la nature, on est dedans, on doit vivre avec. Et c'est exactement ce que je fais dans mes bouquins. C'est dans ce sens-là où ça s'articule. Et donc, cette BD Mauvaise réputation donne la parole aux bêtes mal aimées. Qui sont-elles, ces sales bêtes, qui sont pourtant, vous dites, indispensables en fait au bon fonctionnement de la vie sur Terre ? Ouais. Alors, qui sont-elles ? Bon, il y en a plein qui sont... L'idée de ce bouquin, elle est partie d'une question qui revenait souvent. C'est les moustiques, à quoi ça sert ? Donc, je m'étais dit qu'il fallait absolument que je fasse un bouquin qui défende les moustiques. Bon, j'allais pas faire un livre que sur le moustique, donc j'ai cherché les autres. Et je suis tombé sur le loup, sur le renard, sur tout ce qui pique. Et puis, en creusant, là, j'ai trouvé une série d'animaux qui avaient sale réputation selon les personnes, selon les endroits aussi. Et donc, vous parlez du loup, des ours, des renards enragés, des serpents, des méduses, des guêpes et bien sûr des moustiques, comme vous dites. Ouais. On va peut-être s'arrêter quelques minutes sur le loup, je vous propose, qui est un super prédateur au sommet de la pyramide écologique. Ouais. C'est une espèce charismatique qui fascine et à la fois qui traîne une sale réputation. Comment vous expliquez ça ? Ouais, le loup, c'est intéressant parce que c'est effectivement en France, surtout, elle a une très mauvaise réputation. Je pense que cette réputation, elle est largement entretenue par les chasseurs. Les premiers écologistes de France. Voilà. Mais sinon, elle y est quand même parce que la plupart des gens, quand on leur dit il y a un loup dans la forêt à côté, oulala, ils ont les cheveux qui se hérissent. Même s'ils ne sont pas concernés, même s'ils ne le verront jamais. On traîne derrière nous cette idée que le loup, c'est quand même une sale bête. Et ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas le cas partout en Europe. Chez les Indiens en Amérique, il a plutôt une bonne réputation. Mais chez nous, non. Donc il fallait en parler. Et il fallait le défendre. Surtout qu'il est en train... il est symptomatique aussi c'est le retour du sauvage. Et donc pour moi, c'est important. Et ça, ce retour des grands prédateurs sauvages un peu partout sur le territoire, est-ce que c'est une chance ?
Est-ce qu'il faut s'en réjouir à chaque fois qu'un prédateur comme le loup ou comme l'ours parvient comme ça à étendre son territoire? Pour moi, c'est même plutôt rassurant, quoi. Mmh. Par rapport à cette idée que tout s'effondre et tout, de me dire non, il y a quand même des bestioles qui reviennent, qui s'installent. Bon, il y a le loup, il y a le chacal qui vient s'installer en France. Bon, je crois que c'est plutôt rassurant. Le lynx? Le lynx, ouais. Alors le lynx, c'est un peu différent dans le sens où il a été remis. Il a été réintroduit dans les Vosges et puis dans le Jura. Dans les Vosges, ça n'a pas marché. Dans le Jura, au contraire, il s'est développé. Il a du mal à s'étendre, par contre. Enfin, il commence. Il est arrivé, je crois, en Bourgogne. Donc il s'étend, mais tout doucement. Est-ce qu'on peut dire que ça peut être un des indicateurs de la bonne santé d'un territoire que d'avoir une espèce parapluie comme ça qui... Je pense que oui, ça montre que la vie, elle est pas finie, quoi. Elle s'accroche. Pour dire un mot à la mode, ça montre qu'il y a une certaine résilience de la nature, quoi, qui, malgré tout ce qu'on fait, elle persiste, elle continue de se développer. Et le loup, il est même arrivé en Bretagne, paraît-il. Par chez vous? Ouais, donc... non, mais c'est assez étonnant, quoi. Il est arrivé dans les années 90 en France. Bon, 30 ans, 40 ans plus tard, il est déjà en Bretagne tout seul avec ses petites pattes, quoi. C'est une bataille d'imaginaire pour vous, que vous menez, pas seul, vous êtes de nombreux auteurs et autrices à essayer de bousculer les imaginaires du monde sauvage. Ouais, je pense que c'est nécessaire. On veut défendre la nature, mais faut pas qu'elle nous dérange trop. Moi, je parle de l'ours. Alors, l'ours, en France, on a plutôt une bonne image de l'ours. Alors, c'est facile, il n'y en a presque plus. Et par contre, il y a des pays, je cite l'ours blanc, dans le Grand Nord, l'ours blanc, il a une sale réputation parce qu'il est dangereux. Parce qu'il ne faut pas nier non plus que c'est des animaux qui peuvent être dangereux. Mais vous relativisez quand même tout ça avec des chiffres. Oui, ces animaux dits dangereux font très peu de victimes de toute façon. Le requin, alors le pire c'est le requin, dont on parle dès qu'il y a une victime. Je crois que ça doit être 6 victimes par an maximum, quoi. Donc il se traîne les dents de la mer depuis un bout de temps. C'est ça. On voit là toute la puissance que peut avoir un récit, un film dans la réputation de ces espèces. Le loup, moi j'avais trouvé en France, le loup au XXe siècle, il aurait fait 2 victimes sur un siècle. Les chasseurs, c'est 30 victimes par an. Alors vous défendez aussi les serpents, les araignées, les guêpes. En fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas vraiment. Je pense que c'est ça, oui, on ne les connaît pas. Alors les araignées, j'ai tenu à le faire parce que dans mon métier, cette fois-ci d'enseignant, je suis amené à montrer des araignées. Parce qu'on va à la pêche aux bestioles et on trouve essentiellement des araignées. Il y a des élèves qui sont horrifiés par ces trucs-là, qui n'osent même pas regarder. Donc je me suis dit, il fallait absolument quand même montrer que c'est des bêtes en fait formidables, quoi. Elles savent tout faire, les araignées. C'est en fait poser un regard naturaliste. Ouais. Et une fois qu'on pose ce regard, on est fasciné. Vous dites c'est des bêtes formidables. Ouais. Pourquoi sont-elles formidables, les araignées? Alors les araignées, je l'ai découvert, moi en faisant ça, j'ai découvert qu'il y a des araignées qui vivent en société. Il y a des araignées qui élèvent leurs petits, qui les nourrissent. Je trouve ça épatant pour une petite bête comme ça. Il y a des araignées qui vivent en société quand elles sont jeunes, et puis à partir d'un certain âge, elles partent chacune dans leur coin, mener leur petite vie. Bon, puis tout ce qu'elles savent faire avec leur toile, avec leur soie en fait. La toile c'est un piège, mais c'est aussi un habitat. Ça leur permet de s'envoler. Voilà, je trouve ça formidable. J'essaye de faire passer ça. Et pour terminer la liste des mal-aimés, vous consacrez aussi quelques planches de BD aux espèces classées comme nuisibles. Alors là, j'ouvre une parenthèse, puisque dans le droit français, le terme nuisible a été récemment remplacé par celui d'ésode, espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Voilà. En fait, ça change absolument rien. C'est juste un changement de terme pour dire, pour continuer le massacre, on peut dire, puisque en fait, ces nuisibles sont chassables, on peut les tuer, les persécuter tout au long de l'année. C'est le genre de classifications qui sont faites par les chasseurs pour les chasseurs et rien d'autre, parce que ces animaux, ils font pas plus de dégâts que des gens sur leur vélo, ou que des marcheurs, ou que encore moins que des tracteurs, pardon. Qui sont-ils alors? Dans ces animaux-là, je ne les ai pas tous cités, mais j'ai pris les carnivores. La belette. Donc la belette considérée comme animal faisant des dégâts. Une belette, ça fait maximum 15 cm de long. Il
J'ai du mal à voir quel dégât elle peut faire, mais elle est considérée comme ça. On peut la chasser, la tuer toute l'année. Bon. La martre, elle vit dans les forêts, elle sort jamais des forêts. Pareil, quel dégât elle peut faire, j'en sais rien. Bon, à part chasser du gibier, et encore. Elle chasse surtout des écureuils et puis des grives et des choses comme ça. De quoi je parle encore ? Surtout du renard. Forcément du renard. Voilà. Du renard, des jets des chênes, des corneilles. Oui, il y a les corneilles, les corbeaux. Bon, le jet, j'ai même rien à dire tellement c'est... On se demande où il peut faire des dégâts. Une espèce d'oiseau magnifique. Voilà, et puis il sert à planter les chênes surtout. Et les corbeaux. Les corbeaux sont accusés de dévaster les champs. Alors des fois on lit des articles, tel agriculteur il se plaint, il y a une nuée de corbeaux qui lui a dévasté 2 hectares. Alors d'après ce que j'ai lu, pour dévaster 2 hectares de champs qui viennent d'être semés, il fallait je crois 10 ou 15 000 corbeaux. Il n'y a jamais autant de corbeaux dans une colonie. Donc enfin voilà, c'est un peu des fantasmes qu'on fait, mais je pense que ces fantasmes-là sont entretenus largement par les chasseurs. D'ailleurs, j'ai vu ça sur leur site internet, ils incitent les agriculteurs à se plaindre dès qu'il y a quelque chose. Donc ouais, c'est un peu lamentable, quoi. C'est un peu dommage. Bon, c'est pour ça que l'intérêt de ce genre de livre, c'est de dire, regardez, il faut voir les choses autrement, quoi. Alors vous dites dans cette BD que le problème, c'est l'espace, puisque les humains et leurs animaux domestiques occupent toujours plus d'espace. Peut-on dire en cela que nous sommes la plus invasive des espèces ? Oui, clairement. En tant qu'espèce, on est une espèce de singe africain. Et on a clairement envahi le monde entier. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça, que les mammifères domestiques représentaient 95% des mammifères du monde, en masse. Donc les éléphants, tout ça, les baleines, c'est 5% de tous les mammifères. Donc là, on voit que le monde sauvage voilà. se délite complètement. Voilà, il est temps de le défendre sérieusement et d'apprendre surtout à cohabiter. Et c'est vrai que je comprends que ce soit difficile. Quand je parle du tigre, par exemple, le tigre, on le défend, mais qui le défend, c'est nous, les Occidentaux. Donc on force l'Inde à faire des réserves, on les incite à faire des réserves pour les tigres, à préserver les tigres. Mais en Inde, ils sont 1,5 milliard d'habitants. Donc forcément, les gens dans les campagnes, quand il y a de plus en plus de tigres chez eux, ils vont finir par en croiser. Puisque l'habitat naturel des tigres s'amenuise. Bah oui, donc les tigres ils se développent dans des réserves, ils se multiplient, ils finissent par quitter la réserve pour aller voir ailleurs. Ils vont forcément dans les campagnes, donc ils vont forcément croiser des gens. Et effectivement, moi-même, je suis pas sûr que je serais content de croiser un tigre en me promenant, en allant aux champignons, quoi. Donc c'est vrai que c'est problématique, hein, ce problème d'espace, de partage de l'espace entre les humains et les animaux sauvages. Ce qui m'a incité à faire ce bouquin, c'est aussi pour dire qu'il ne faut pas le défendre que justement pour les tigres, parce que ça c'est peut-être plus possible déjà. Il faut le défendre pour tous les autres, quoi. Les petites bêtes, la belette, le renard, le moustique, tout ça, quoi. Les serpents, ils ont aussi droit à leur place. Et apprendre à cohabiter. Et donc apprendre à cohabiter, oui, bien sûr. Pour pouvoir partager l'espace, il faut cohabiter, pour pouvoir vivre, il faut qu'ils puissent être à côté de nous. On le voit, le renard, lui, s'est adapté aux villes. Mais c'est pareil, il y a des tas de gens qui se plaignent. Les gens qui ont des renards dans les villes, ils finissent par s'en plaindre. Pour des bêtises, parce que le renard, il vient fouiller leurs poubelles ou il vient embêter leurs chats. Donc j'ai lu ça, je crois que c'est à Londres, ils embauchent des chasseurs de ville. C'est nouveau. Donc il y a des gens assermentés pour aller tuer les renards dans les jardins. Alors je trouve ça dommage. Gilles Macagnou, on passe à notre deuxième partie de podcast. Quel a été votre plus grand déclic écologique ? Je crois que c'est le retour du loup. Donc c'était dans les années 90. Donc je suis tombé une fois sur un article, un loup aurait été aperçu dans Mercantour. Et sans être, je ne suis pas un spécialiste du loup, je ne suis pas non plus quelqu'un qui passe mon temps à aller dans les forêts, explorer, chercher, observer des bestioles. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de suivre, donc depuis les années 90, je suis ce retour du loup. Cette progression. Ouais, et elle m'épate.
Alors elle ne met pas d'une part parce qu'il est revenu tout seul. Donc il est arrivé d'Italie. Les Italiens, eux, avaient des loups toujours. En fait, l'Italie, l'Espagne, beaucoup de pays avaient encore des loups chez eux. Nous, on n'en avait plus. Et il est revenu tout seul. Donc ça veut dire qu'il a traversé la plaine, un petit bout de la plaine du Pô. Après, il a traversé les Alpes. Et puis, il s'est répandu assez vite, puisque tout à l'heure, j'ai dit qu'il était il serait arrivé en Bretagne. Enfin, en tout cas, il est arrivé dans le nord de la France. Il est arrivé dans le Massif central. Alors, ça veut dire qu'il a traversé les voies de TGV, les autoroutes, le Rhône. Bon, pour un animal sauvage, je trouve ça pas mal. Donc, c'est un déclic positif, c'est un élan pour vous. C'est ça. Et j'ai plus envie de regarder ça. Parce qu'effectivement, c'est désespérant, sinon de se dire la forêt amazonienne, il n'y en a plus. En même temps, l'Europe, il n'y a plus de forêt naturelle. En Europe, on a en fait éliminé la forêt naturelle, la forêt primaire. Et je crois qu'il en reste 2% de surface sur toute l'Europe. Et puis finalement, quand on se balade en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, la nature, elle est quand même là. Donc quelque part, je me dis, c'est quand même rassurant. Nous, Européens, qui faisons des ravages en fait depuis l'époque des Grecs, donc depuis plus de 2000 ans, on n'a pas tout ravagé finalement. La nature résiste. Et le loup, pour moi, c'est un emblème de ça. Alors il n'y a pas que lui, parce qu'il y a les cigognes qui sont revenues toutes seules aussi. Puis il y en a quelques autres. On a besoin de ces animaux comme emblèmes. On parlait aussi tout à l'heure en préparant l'émission de l'association l'ASPAS, l'association de protection des animaux sauvages, qui a pour emblème le renard. En tant qu'artiste visuel, c'est important pour vous d'incarner au mieux ces animaux charismatiques. C'est des images qui restent, quoi. Le renard, ça a une bonne tête, ça a une jolie couleur. Enfin, on ne peut pas être indifférent à un renard. Un loup, en fait, peu de gens savent en fait quelle couleur c'est, par exemple. C'est assez marrant. On demande à un gamin, le loup, il va le faire noir, ou à la rigueur tout gris, alors que c'est ni gris ni noir, c'est beige, c'est blanc, enfin c'est un peu de tout, quoi. Je pense qu'on n'a pas une image très très claire du loup. Mais le renard, moi j'aime bien dessiner des renards parce que rien que la couleur, enfin la queue fournie et tout, c'est super chouette. Il est en couverture de votre livre, le renard. Bien sûr, Vous avez même repris le orange du renard pour le titre Mauvaise réputation. Avez-vous d'autres ouvrages à nous conseiller pour aller plus loin, peut-être sur ces questions de préservation des milieux et des vivants en général ? Alors, et peut-être nous citer des noms de femmes, puisqu'on n'a que des hommes qui sont nommés cette année au prix du livre environnement. Dans les ouvrages nature qui sont très instructifs parce qu'ils apportent plein d'infos, les livres de Marc Giraud, bon, c'est un homme, désolé, qui a fait La nature au bord de la route, La nature au bord de la mer. Enfin, voilà, ils sont très très bien faits, ces bouquins. Et du coup, comme vous m'avez demandé juste là maintenant des auteurs féminines, alors en ce moment, je suis en train d'en lire. Il y a Rachel Carson, donc c'est une biologiste américaine qui est morte début des années 60, je crois, et qui a fait un bouquin paru en 61 qui s'appelle Le printemps silencieux. Donc ça veut dire qu'en 1960, ou 55, le temps qu'elle décrit. 62. 62, c'est. Ouais. Elle avait déjà compris qu'on était en train de faire des massacres avec nos produits chimiques, avec des pesticides. Et je trouve ça remarquable. Et elle en a fait un autre avant qui s'appelait La mer autour de nous, où elle fait une superbe description de l'océan et de notre rapport au monde océanique, qui est très très bien fait. C'est bien écrit et puis c'est une vision que j'aime bien parce que justement elle relie tout le temps notre situation au monde vivant et avec une vision très large, quoi. C'est pas une spécialiste du plancton ou une spécialiste du requin, elle a une vision très globale. Et j'ai découvert une autre femme parce que je travaille en ce moment sur les océans qui s'appelle Anita Conti et c'est la première océanographe française. Donc elle a commencé à travailler dans les années 30, puis elle a fini dans les années 50, 60, enfin plutôt 50. En fait, elle a parcouru les océans avec des pêcheurs. Elle a été pêcher la morue à Terre-Neuve, au Groenland. Elle a été faire des pêches dans tout l'Atlantique. Ces bouquins, on a l'impression d'être sur le bateau, quoi. Elle écrit d'une façon tellement vivante. Quand il y a une tempête, on tangue avec elle.
Elle nous embarque. Voilà, ouais, c'est tout à fait ça. Elle était dans les années 30, à l'époque où pêcher, il fallait ramasser le maximum de poissons. Et elle, petit à petit, elle s'est rendue compte qu'on allait peut-être trop loin, donc elle a commencé à chercher des moyens de préserver. Donc, avant, beaucoup de gens, en fait, elle s'est dit qu'il fallait peut-être chercher à préserver les ressources. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans si l'on parvient à considérer les autres espèces davantage comme des alliés, comme des partenaires parmi la grande communauté des vivants? Alors, si on parvient à faire ça, ça serait une excellente chose. Ça permettrait d'être un peu plus optimiste. Quand je vois ce qui se passe en Europe, parce que l'Europe, en fait, on n'est pas si mal loti. Ça fait longtemps qu'on préserve la nature, et justement, tout à l'heure, je disais, il reste peut-être que 2% de la forêt primaire européenne, mais la nature est quand même très présente. La plupart des espèces, en fait, sont toujours là, sauf peut-être les insectes. C'est là qu'il va falloir travailler de plus, à mon avis. Donc le loup revient, il revient un peu partout. Le bison européen revient aussi, puisque j'ai vu qu'en Allemagne, ils avaient lâché des bisons dans les forêts. Ils sont bons, les Allemands, pour l'appréhension des déjà, grands prédateurs. Ils ont eu le loup qui est revenu après nous, mais ils ont plus de loups que nous déjà. Donc ils ont fait fort. Et puis là, apparemment, on peut croiser des bisons dans la forêt, dans l'est de l'Allemagne. Donc je trouve ça pas mal aussi. Il n'y en a pas beaucoup encore, mais tout ça, c'est rassurant. Et je pense que c'est parce que on a largement pris conscience, et on a les moyens de le faire aussi, qu'il fallait préserver cette nature. Et donc dès qu'on préserve, dès qu'on protège, ça revient. Bon, c'est pareil, nous, jusqu'aux années 60, les rapaces étaient chassés. Moi, quand j'étais petit, les rapaces, j'en voyais jamais. Bon, depuis qu'ils sont protégés, maintenant, c'est quand même assez facile de croiser un rapace. Après, le problème, puisque c'est le monde dans 20 ans, le problème, c'est surtout il est économique, il est politique, c'est les inégalités qui fait qu'il y a des tas de pays, eux, ils n'ont pas les moyens de faire ça. C'est un problème d'inégalité qu'il faudrait régler, quoi. Gilles Macagno, merci pour votre regard, pour votre sourire. Merci pour l'invitation. Avec plaisir et à très bientôt. Merci. If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ?